Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BioPilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un exercice en apparence discret, mais d'une richesse biomécanique remarquable. La rotation interne dans la série des bras assis de côté sur le reformer. C'est un mouvement que l'on pourrait presque sous-estimer si on ne regardait que son amplitude. Et pourtant, il nous demande une organisation extrêmement fine. Il nous oblige à distinguer le vrai mouvement de l'épaule des compensations, du tronc, du cou ou de la ceinture scapulaire. Il nous oblige aussi à comprendre qu'en Pilates, un petit geste n'est jamais un petit travail. Dans cette préparation, tout commence par la position de départ. On s'assoit de côté sur le chariot, les jambes croisées, le bassin neutre, la colonne vertébrale neutre, dans une verticalité calme, organisée, sans tension excessive. La main la plus proche des poulies tient la sangle. Le haut du bras est placé sur le côté. Le coude est fléchi à 90 degrés. L'avant-bras est perpendiculaire au tronc et la paume regarde vers le torse. L'autre main peut se poser sur la hanche. Déjà, avant même que le mouvement ne commence, le corps est en train de travailler. Le bassin doit rester stable. Les côtes doivent rester empilées au-dessus du bassin. La tête doit flotter naturellement au sommet de la colonne. Et surtout, les omoplates doivent être stabilisées, sans rigidité, sans crispation, sans glissement parasite. C'est cela qui me semble fondamental à rappeler. Dans cet exercice, le mouvement ne doit pas être volé par d'autres régions. L'épaule ne doit pas se soulever. Le thorax ne doit pas tourner à la place du bras. Le tronc ne doit pas se pencher latéralement pour accompagner le geste. Et le cou ne doit pas se contracter pour aider. Nous cherchons ici une rotation interne gléno-humérale, claire, précise, propre, soutenue par l'organisation du reste du corps, mais non remplacée par lui. La respiration joue ici un rôle majeur. J'inspire pour préparer, puis j'expire pour initier le mouvement. Cette expiration n'est pas simplement un rythme. Elle me permet d'approfondir l'engagement du centre, de sentir la paroi abdominale profonde, de mieux contenir les côtes, de limiter les stratégies de compensation. Puis j'inspire pour revenir avec contrôle, sans laisser le chariot m'échapper. Dans cet exercice, le retour est aussi important que l'aller. Aller, c'est produire. Revenir, c'est intégrer. Aller, c'est mobiliser. Revenir, c'est stabiliser. Et souvent, c'est dans le retour que l'on voit si l'élève maîtrise réellement le mouvement ou s'il l'a simplement exécuté. Biomécaniquement, que se passe-t-il? L'humérus effectue une rotation médiale dans la cavité glénoïde. Autrement dit, l'avant-bras pivote vers l'intérieur, mais ce pivot ne doit pas être obtenu par un enroulement global de l'épaule. Nous voulons garder l'humérus aussi stable que possible dans l'espace pendant que la rotation se produit à l'articulation elle-même. Et c'est là que l'exercice devient passionnant, parce qu'il nous oblige à distinguer entre mouvement pur et mouvement compensé. Beaucoup de personnes croient tourner le bras alors qu'elles avancent l'épaule, ferment la poitrine ou déplacent leur cage thoracique. Ici, au contraire, nous cherchons une action fine, centrée, presque chirurgicale. Le premier muscle que je veux mettre en lumière est le sous-scapulaire. C'est le grand acteur de cette rotation interne. Il tapisse la face antérieure de l'omoplate dans la fosse subscapulaire et vient s'insérer sur le tubercule mineur de l'humérus. Son action principale est la rotation interne du bras. Mais son intelligence ne s'arrête pas là. Le sous-scapulaire n'est pas seulement un muscle qui fait tourner, c'est aussi un muscle qui centre. Il participe activement à maintenir la tête humérale bien organisée dans la cavité glénoïde. Il protège donc la qualité de la relation articulaire pendant le mouvement. Son innervation est assurée par les nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs, issus du plexus brachial, principalement à partir des racines C, 5 et C6. Le deuxième muscle que je veux évoquer est le grand rond. Il naît sur la face postérieure de l'angle inférieur de la scapula et se termine sur la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus. Son action associe extension, adduction et rotation interne.
Il est moins spécifique que le sous-scapulaire dans cette préparation, mais il participe puissamment à la synergie du geste. Il soutient le mouvement, aide à organiser la trajectoire du bras et apporte une forme de stabilité dynamique très précieuse. Son innervation vient du nerf subscapulaire inférieur, également issu du plexus brachial. Mais si je ne parlais que de ces deux muscles, je donnerais une vision incomplète de l'exercice, car une rotation interne bien exécutée n'existe pas sans tout l'environnement qui la rend possible. D'abord, il y a les stabilisateurs du tronc, le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien, les obliques, les multifides, les érecteurs spinaux. Tous ces muscles ne produisent pas la rotation interne du bras, mais ils empêchent le reste du corps de bouger de sa place. Ils créent la plateforme. Ils donnent le silence périphérique nécessaire pour que l'articulation gléno-humérale puisse parler clairement. Ensuite, il y a la scapula. Et là encore, nous devons être très précis. La scapula doit être stable, mais pas figée. Elle doit rester large sur le grille costal, sans se décoller, sans se soulever, sans se coincer. Si elle part en élévation, si elle bascule vers l'avant, si elle glisse de manière excessive, alors la tête humérale perd sa base d'appui. Le mouvement devient moins précis, moins efficace, parfois même irritant pour l'articulation. Les muscles comme le trapèze moyen, le trapèze inférieur et le dentelé antérieur participent à cette qualité de soutien. Ils ne font pas le mouvement à la place du sous-scapulaire, mais ils créent les conditions de sa justesse. C'est aussi pour cela que les erreurs sont si révélatrices. L'une des plus fréquentes est de laisser l'épaule s'enrouler vers l'avant. L'élève pense effectuer une rotation interne alors qu'il avance simplement l'ensemble du moignon de l'épaule. Une autre erreur fréquente est de hausser l'épaule avec une suractivité du trapèze supérieur et une tension inutile dans le cou. On observe aussi souvent une rotation du thorax, comme si le buste voulait accompagner discrètement le bras. Enfin, il y a le retour non contrôlé du chariot, qui dit très clairement « le mouvement a été fait, mais il n'a pas encore été intégré ». J'aime aussi beaucoup explorer les modifications de prise. Lorsque la paume se tourne vers le haut ou vers le bas, la sensation change. Le recrutement musculaire se nuance. Le rapport de l'avant-bras à l'humérus se modifie légèrement. Et cela peut transformer l'expérience proprioceptive. Certaines personnes sentent alors plus clairement le sous-scapulaire. D'autres perçoivent davantage le grand rond ou les chaînes postérieures de soutien. Ces variations ne changent pas l'essence de l'exercice, mais elles enrichissent la compréhension du corps. Ce que j'aime profondément dans cette préparation, c'est qu'elle éduque autant qu'elle renforce. Elle ne sert pas seulement à muscler, elle sert à clarifier. Elle apprend aux pratiquants à sentir ce qui tourne et ce qui ne doit pas tourner. Elle apprend à distinguer l'effort juste de l'effort parasite. Elle rappelle qu'un bras fort n'est pas un bras qui force, mais un bras qui travaille à partir d'une organisation fine, d'un centre stable, d'une scapula soutenue et d'une tête humérale bien centrée. Dans une approche comme la nôtre, ce type d'exercice a une valeur immense. Il prépare à d'autres gestes. Il prépare au travail de poussée, au travail de traction, aux appuis, aux transitions, aux enchaînements plus complexes. Il améliore la conscience articulaire. Il affine la relation entre mobilité et stabilité. Et il rappelle une vérité très simple mais essentielle. La qualité d'un mouvement ne dépend jamais uniquement du muscle qui agit, mais de l'intelligence du système qui l'entoure. Si je devais résumer l'essence de cette rotation interne assise de côté, je dirais ceci. Il s'agit de produire un mouvement précis, sans effondrement, sans crispation et sans tricherie. Il s'agit de garder l'omoplate stable sans la bloquer, de faire tourner l'humérus sans déplacer le thorax, d'engager le centre sans se rigidifier et de respirer sans perdre l'axe. C'est un travail de finesse, de clarté, de conscience. Et c'est précisément pour cela qu'il est si précieux. Nous savons que les mouvements les plus subtils sont souvent ceux qui nous apprennent le plus. Ils exigent de nous moins de démonstration et plus d'écoute, moins de force brute et plus d'intelligence motrice.
moins de quantité et plus de présence. Et c'est exactement ce que cette préparation nous offre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de BioPilates Deep Dive. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec d'autres. À bientôt pour un prochain épisode.